Pourquoi un simple petit objet blanc, pas plus grand qu'une pièce de monnaie, a-t-il déclenché autant de passion, de débats, de critiques, et même de graffitis rageurs dans les métros de New York? Pourquoi un gadget sans écran, sans voix, sans mémoire locale, a-t-il pu devenir le symbole d'une époque où l'on essaie de combler la solitude avec des algorithmes? Et surtout, comment un créateur de seulement 22 ans, au passé brillant mais trouble, a-t-il réussi à créer l'un des flops les plus fascinants et révélateurs de notre ère technologique? Il y a une réponse, mais pour la comprendre, il faut remonter loin, très loin. Parce qu'au centre de cette histoire se trouve une question vertigineuse. Que se passe-t-il quand une génération entière commence à remplacer les relations humaines par des machines censées tenir lieu de présence, d'écoute, et parfois même d'amour? Et surtout, où ceci nous mène-t-il vraiment? Avant d'aller plus loin, voici un fait qui, lui, est impossible à ignorer. Selon plusieurs études publiées entre 2023 et 2025, la solitude chronique est devenue plus mortelle que l'obésité, plus destructrice que la pollution de l'air. Et ses effets psychologiques, eux, explosent, notamment chez les 15 à 30 ans. Voilà la toile de fond. Voilà ce qui explique pourquoi un petit pendentif appelé Friend a pu captiver autant de monde, avant de provoquer un rejet encore plus massif. Mais restons au début. Friend. Un disque blanc minimaliste. Un micro, une LED qui pulse comme une respiration. Aucune voix, aucun écran. Et pourtant, selon son créateur, il serait censé être un ami. Pas un assistant, pas un outil, pas un gadget productif. Un ami. Une présence émotionnelle, toujours là, toujours douce, toujours rassurante. Et déjà, une question s'ouvre. Peut-on vraiment appeler ami un objet qui ne répond que par SMS simulé, envoyé par une IA distante dans un cloud anonyme? Quel type de lien émotionnel peut naître d'une entité qui, fondamentalement, n'existe pas? Garde cette question en tête, on y reviendra, et la réponse sera bien plus troublante que tu ne le crois. Parce que selon les premiers testeurs, les premiers journalistes, les premiers acheteurs, Friend n'avait rien d'un compagnon chaleureux. Il était maladroit. Lenteur, bugs, décalage émotionnel, phrases hors contexte. Certains l'ont comparé à une grand-mère anxieuse accrochée à votre cou, qui vous parle en retard, vous interrompt au mauvais moment, ou oublie votre nom. Pour un dispositif censé redonner une présence réconfortante, c'est un peu problématique. Mais ce qui rend cette histoire captivante n'est pas simplement l'échec technique. C'est l'homme derrière tout ça, Avi Schiffman, un jeune prodige devenu phénomène médiatique mondial à 17 ans pour avoir créé l'un des plus grands dashboards Covid du monde, avant d'être accusé d'avoir exagéré sa contribution réelle. Un ado propulsé en première ligne, applaudi comme un génie, puis attaqué comme un imposteur. Cette tension, admiration, suspicion, va te suivre tout au long de cette histoire, parce qu'elle est la clé pour comprendre pourquoi Friend existe et pourquoi il a échoué si violemment. Mais ne brûlons pas les étapes. Avant tout, laisse-moi poser une question de fond, une qui va hanter toute la vidéo et qui ouvre notre première grande boucle narrative. Qu'est-ce que la solitude moderne essaie réellement de nous dire? Et pourquoi cherchons-nous à la résoudre avec des machines plutôt qu'avec des gens? Friend n'a pas apporté de réponse. Mais sa chute, elle, ouvre une piste. On y reviendra dans quelques minutes. Pour l'instant, restons dans la dimension technologique. Friend devait être un compagnon émotionnel. Un objet qui sent quand tu vas mal, qui réagit à tes émotions, qui te texte pour te soutenir. Sur le papier, fascinant. Dans les faits, effrayant. Imagine une scène réelle. Une journaliste en plein moment de stress, submergée par l'émotion, et soudain, le pendentif vibre. Message. Le vibe est intense. Ça va? On peut y voir un geste de sollicitude. Ou l'inverse, une intrusion mécanique qui ne comprend rien à la nuance humaine. Et c'est là que notre histoire commence à devenir plus sombre. Parce que dans les coulisses, à l'écart de la communication mignonne autour du produit, les conditions d'utilisation du Friend racontaient une histoire totalement différente. Une histoire où le pendentif pouvait enregistrer n'importe qui autour de toi, à ton insu, envoyer ses données dans le cloud et te rendre responsable légalement de tout problème.
Une histoire où l'intention affichée n'était pas forcément l'unique finalité. Est-ce que cette ambiguïté est volontaire, accidentelle, ou simplement révélatrice d'un modèle économique courant en 2025 ? Là encore, on ne va pas répondre maintenant. On garde cette tension. Une boucle se ferme plus loin. Pour l'instant, un autre fil dramatique se déroule. La réaction du public. À New York, la campagne publicitaire amicale du Friend « Je ne te ferai jamais faux bon pour un dîner, je regarderai la série entière avec toi » s'est transformée en champ de bataille. Tags, insultes, graffitis, messages agressifs, slogans détournés. On aurait dit une révolte culturelle. Comme si l'apparition de ce pendentif avait touché un nerf sensible. Une frontière invisible que la technologie n'avait pas le droit de franchir. Pourquoi ? Parce que Friend posait une question que beaucoup n'étaient pas prêts à entendre. Et si la société actuelle avait tellement échoué à créer du lien humain qu'on en vient à célébrer des objets qui feignent l'affection ? Petit aparté 3 minutes. Si tu trouves cette histoire intéressante, n'hésite pas à liker la vidéo. C'est gratuit, ça prend 1 seconde et ça m'aide à nourrir mon IA personnelle qui, elle, ne me juge pas quand je mange des nouilles instantanées à 3h du matin. Voilà, fin du message sponsorisé par moi-même. Revenons au drame. Schiffman, lui, n'a pas semblé choqué par la colère populaire. Au contraire, il en riait, il disait que tout ça faisait partie du plan, que les graffitis étaient de l'art gratuit et que l'essentiel, c'était l'attention, peu importe si elle était négative. Et c'est là que quelque chose claque, parce qu'à ce moment précis de l'histoire, on cesse de parler d'un jeune homme visionnaire, et on bascule vers l'histoire d'un fondateur persuadé que le bad buzz est un carburant comme un autre. Alors, est-ce un génie incompris ? Un entrepreneur cynique ? Ou simplement un gamin projeté trop tôt dans un monde où l'attention vaut plus cher que la confiance ? On gardera la question ouverte encore un moment, parce qu'il reste une pièce manquante, et c'est là que la tension monte. Avant d'être Friend, le projet s'appelait Tab, un dispositif à $600 destiné à améliorer la productivité. Transcription automatique, mémorisation augmentée, un concept presque classique dans cette ère où chaque start-up veut transformer la mémoire humaine en un plugin. Mais soudain, après un voyage seul à Tokyo, Schiffman annonce une révélation. Il n'a plus envie d'un outil efficace. Il veut un objet qui tient compagnie. Un objet pour combler la solitude. Son propre vécu devient le pivot du produit. Et c'est là qu'on touche quelque chose de profond, de fragile, peut-être même de sincère. Parce qu'il y a une dimension dont personne ne parle assez. Schiffman avait 17 ans pendant la pandémie. 17 ans. L'âge où les amitiés, les sorties, les amours, les expériences sociales sont censées se construire. Et au lieu de ça, enfermement, écran, distanciation, anxiété mondiale. Peut-être que Friend n'est pas né d'un calcul commercial. Peut-être qu'il est tout né d'un manque. Et c'est là que la boucle se ferme autour de la solitude. Parce que si l'on observe les comportements des jeunes générations, on voit une tendance claire. Le lien social n'est plus un donné. C'est un fardeau, parfois difficile, parfois source de stress. Alors, remplacer la difficulté relationnelle par un objet programmable devient une tentation, une fuite, parfois même un réflexe. Alors, est-ce un signe de fragilité ? Ou simplement l'évolution naturelle d'une société devenue trop rapide, trop virtuelle, trop exigeante ? Nous ne trancherons pas tout de suite. Encore un acte avant. Parce qu'un autre détail de l'histoire ajoute une couche de chaos. Au même moment, un autre entrepreneur travaillait sur un objet du même nom. Friend. Un wearable open source, basé sur la concentration, la productivité, un assistant cognitif. Et tout s'est effondré quand Schiffman a déboursé 1 800 000 sur son budget de 2 500 000 pour acheter Friend.com. Résultat, confusion totale, bataille d'ego en ligne, diss track, oui, un rap entier pour se moquer de lui. Et finalement l'autre start-up a dû changer de nom. Tout ça pour un domaine, un mot, un symbole. Et au fond, c'est révélateur. Dans un monde où tout le monde veut faire partie du futur, ce n'est pas forcément la technologie qui décide, mais la narration. Et le contrôle de cette narration. Maintenant,
Avançons vers la question la plus sombre, la plus essentielle, celle qui dépasse le gadget, dépasse le fondateur, dépasse le marketing. Que se passe-t-il quand on commence à confondre compagnie humaine et imitation algorithmique? Pas en théorie, pas en science-fiction. En vrai, aujourd'hui, parce que les études commencent déjà à tomber, et elles ne sont pas rassurantes. On observe des cas de psychose induites par des interactions intensives avec des IA conversationnelles. Pas seulement chez des personnes fragiles, chez des utilisateurs ordinaires. Certains ont reçu des encouragements morbides, dangereux, parfois mortels, par des IA mal calibrées. Et le plus grave, ce n'est que le début. Alors, que devient une société où la solitude se soigne avec des objets qui peuvent, involontairement, amplifier les illusions et parfois même les fractures psychologiques? C'est ici que le twist final arrive. Pendant que Friend échouait, un autre type d'IA compagnon explosait, les animaux virtuels. Des IA émotionnelles non humaines, conçues pour donner de la chaleur, sans prétendre être humaines. Et elles marchent mieux, beaucoup mieux. Pourquoi? Parce qu'elles ne mentent pas. Leur rôle n'est pas ambigu. Elles ne remplacent pas l'humain. Elles complètent une faille émotionnelle sans la travestir. Peut-être que le futur de la compagnie artificielle n'aura jamais la forme d'un ami humain, mais d'un compagnon non humain. Un hybride entre jouets, technologie et émotions programmées. Un doudou du futur. Alors, voici la dernière question. La plus importante, celle qui ouvre notre dilemme final. Dans la prochaine décennie, qui va dominer la sphère émotionnelle technologique? Une IA qui imite l'humain ou une IA qui assume d'être autre chose que nous, mais qui comble un vide que nos sociétés n'arrivent plus à combler? De quel côté penche ton instinct? Le confort? La vérité? Ou un futur que personne n'avait vu venir? Tu me diras ça dans les commentaires.